Astuce Milton Erickson, hypnose pour que le corps obéisse avant l'esprit. Dans cette vidéo, je vous propose une plongée dans une technique inspirée de Milton Erickson où le corps devient le guide du changement bien avant que l'esprit n'en prenne conscience. Je vous explique alors comment observer et utiliser les mouvements idéomoteurs, ces micro-mouvements qui sont involontaires, pour établir un rapport avec l'inconscient du consultant, ce fameux inconscient, sans confrontation bien sûr et sans résistance. Vous allez y découvrir une approche extrêmement efficace, particulièrement adaptée aux thérapeutes qui accompagnent des personnes qui pourraient s'avérer être sceptiques, parfois trop intellectuels, ou alors bloqués tout simplement par leur propre conscience, une méthode qui ne convainc pas mais qui active. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, thérapie brève et infirmier diplômé d'État. Je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo. C'est parti, on y va. Astuce Milton Erickson, hypnose pour que le corps obéisse avant l'esprit. Alors le consultant ne commence pas à changer quand il comprend. Il commence à changer quand son corps répond. Et ce moment arrive souvent avant que la conscience en ait pris note. Milton Erickson ne s'adressait pas d'abord à la pensée, il s'adressait d'abord au mouvement, au corps. Il savait que l'inconscient ne parle pas en mots, il parle en signes physiques. Une respiration qui s'approfondit, un doigt qui frémit, qui commence à sautiller, là, comme ça, une paupière qui tremble, une main qui s'ouvre légèrement, etc. Ces micro-déplacements ne sont pas des hasards, ce sont des réponses valides, des oui silencieux du système interne. Erickson ne les ignorait pas, au contraire, il les accueillait comme des points d'entrée dans la transe. Il ne cherchait pas à convaincre la conscience, il attendait que le corps trahissent l'activité inconsciente déjà en marche. Quand un doigt commence à se lever sans que le consultant en ait donné l'ordre, c'est que l'inconscient est déjà en relation avec le thérapeute. C'est plus une question de volonté, c'est une question d'observation. Le thérapeute ne crée pas cet état, le thérapeute le reconnaît et en le reconnaissant, il l'active. Erickson formulait clairement ce principe. Le consultant sait déjà ce qu'il doit faire. Le consultant sait déjà ce qu'il doit faire. Ce savoir ne passe pas par la réflexion, il passe par le corps. Le consultant peut dire « je ne sens rien », mais son index droit, par exemple, commence à se soulever. Ce n'est pas un tic, c'est ce qu'on appelle un phénomène idéomoteur, un mouvement idéomoteur. C'est l'inconscient qui prend la parole. Et Erickson savait qu'il fallait écouter ce langage-là parce que c'est le plus honnête. Il ne le contredisait pas, jamais au contraire, il l'amplifiait. Il posait sa main sous celle du consultant et disait « C'est intéressant, votre doigt semble vouloir raconter quelque chose que votre esprit n'a pas encore compris. » En quelques secondes, la main se levait entièrement, phénomène idéomoteur. Vous l'imaginez, le consultant était stupéfait. Moi, j'ai rien fait. Ce à quoi Milton Erickson répondait non, c'est votre inconscient qui a fait. Et il sait ce qu'il fait. Alors, ce n'est pas de la manipulation, évidemment, c'est de l'accompagnement intelligent. Le thérapeute ne force rien. Il observe, il observe, il reconnaît, il valide. Et en validant, il installe un rapport direct avec l'hémisphère cérébral droit, le fameux inconscient. Ce rapport ne dépend pas de la coopération consciente. Il fonctionne avec les sceptiques, avec les intellectuels, avec ceux qui croient ne rien ressentir. Leur corps, lui, répond. Et c'est là que tout commence. Observer n'est pas une forme de passivité, c'est un acte thérapeutique puissant. Erickson passait des minutes entières, c'est long, à regarder, à écouter, à noter les moindres signes, un soupir, un battement de paupières, une légère rotation du pied, etc. Chaque détail pour lui était une piste, chaque détail pour lui était une réponse. Il ne parlait pas de symptômes qui devait être éliminé, il parlait de comportement à utiliser. Un doigt qui frémit n'est pas un détail à ignorer, c'est un signal fort à amplifier. Erickson savait que la transe ne commence pas
quand le consultant ferme les yeux ou s'allonge. Il disait qu'elle commence quand l'attention se fixe, quand la respiration change, quand un muscle se détend, se relâche. Et c'est à ce moment-là que le thérapeute intervient. Pas avant. Il attend. Il laisse le processus s'installer, puis il nomme ce qu'il voit. Vous remarquez peut-être que votre main commence à savoir que votre esprit n'a pas encore compris. Confusion, ratification. Cette phrase ne commande rien du tout. Elle reconnaît et en reconnaissant, elle légitime. Elle dit au consultant, quelque part, ce que vous vivez, c'est réel, mais vous ne le comprenez pas. Eh bien, cette reconnaissance est une suggestion indirecte. Elle ne passe pas par la logique, elle passe par l'expérience. Et c'est parce qu'elle est vécue que le changement peut s'ancrer. Le thérapeute ne programme pas le consultant avec son propre point de vue, il facilite une nouvelle synthèse interne de la conduite du consultant, comme le disait Milton Erickson. Fin de citation. Cette synthèse est faite par le consultant lui-même. Le rôle du thérapeute est de créer les conditions pour qu'elle émerge. Et ces conditions passent par une attention extrême aux signaux corporels calibrés. Le consultant ne doit pas essayer de ressentir, il doit simplement laisser le corps répondre. Le thérapeute, lui, ne doit pas imposer une transe, il doit reconnaître qu'elle est déjà en cours. Cette approche transforme l'immobilité en action, le silence en communication, l'observation en intervention. Et c'est précisément parce qu'elle est subtile qu'elle est efficace. Elle ne déclenche pas de résistance parce qu'elle ne menace pas la conscience, elle la contourne, elle parle directement à ceux qui savent déjà. Erickson voyait la transe comme un processus naturel en 5 étapes. La première étape, c'est la fixation de l'attention. Le consultant se concentre sur un stimulus, une voix, une lumière, une respiration. La deuxième étape, c'est le désamorçage des séries conscientes. La pensée linéaire ralentit, les préoccupations habituelles s'estompent. La troisième étape, c'est la recherche inconsciente. L'inconscient commence à explorer, à tester, à chercher des solutions. La quatrième étape, c'est le processus inconscient. Des réorganisations internes ont lieu, des souvenirs sont interprétés, des sensations sont transformées, des décisions sont prises. La cinquième étape, c'est la réponse hypnotique. Et c'est là que le corps parle. Un doigt qui se lève, une main qui se détend, un bras qui commence à se soulever, un souvenir profond qui pourrait éventuellement émerger. La personne d'ailleurs pourrait le verbaliser, un soupir, etc. C'est pas un geste symbolique, c'est une manifestation directe du travail interne. Et c'est à ce moment-là que le thérapeute intervient. Il ne crée pas la réponse, il la reconnaît. Il dit par exemple, votre main droite monte toute seule, un peu comme si elle savait où elle devait se diriger. Cette formulation ne force rien, elle est simplement accompagnante. Elle accompagne. Elle donne une direction au mouvement sans le contrôler. Elle installe une relation de confiance entre le consultant et son propre inconscient. Le message est clair, tu peux te fier à ce que ton corps fait. Au consultant, tu peux te fier à ce que ton corps fait. Puisqu'on passe par le corps, souvenez-vous, c'est très intéressant. Et cette confiance, elle n'est pas intellectuelle, elle est expérientielle. On est sur de l'expérientiel. Elle se construit dans l'instant par la reconnaissance d'un mouvement physique réel. Et c'est parce qu'elle est vécue qu'elle est durable. Le thérapeute ne doit pas chercher à accélérer le processus, il doit le laisser venir, le savoir laisser faire. Il doit attendre que le corps donne le signal. Et quand ce signal arrive, il doit le nommer, le valoriser, l'amplifier, le ratifier. Et c'est ainsi que la transe devient plus profonde, plus stable et qu'elle devient fonctionnelle. Un simple tressaillement peut devenir le point d'ancrage d'une transe profonde. Erickson savait que la puissance de l'hypnose ne réside pas dans les procédures spectaculaires, mais dans la capacité à transformer un micro-mouvement, parfois à peine perceptible, en un levier thérapeutique. Quand un consultant dit « je ne suis pas en transe », mais que son doigt commence à bouger, c'est que la transe est déjà là. Le thérapeute
n'a pas à la créer, il a à la reconnaître. Et en la reconnaissant, il la renforce. Il peut dire « Vous n'avez peut-être pas l'impression d'être en transe, mais votre main, elle, semble savoir que quelque chose est en train de changer. » Cette phrase installe un décalage entre la pensée et le corps, entre le corps et l'esprit. Elle ouvre une brèche dans la résistance consciente. Elle permet à l'inconscient de prendre le relais. Le thérapeute ne se positionne pas comme un expert qui sait mieux que le consultant. Il se positionne comme un observateur attentif qui voit ce que le consultant ne voit pas encore. Et en le voyant, il le rend visible. Il installe un rapport intelligent, solide, un rapport subtil avec l'inconscient. Le message implicite est « je vous vois, je vous écoute même quand vous ne parlez pas ». Ce rapport ne se construit pas par des discours, évidemment, il se construit par des reconnaissances précises, des validations qui sont silencieuses, des amplifications qui sont discrètes. Et c'est parce qu'il est silencieux qu'il est puissant, il ne déclenche pas de résistance, il ne provoque pas de doute, il permet au changement de s'installer naturellement, progressivement, sans heurts et sans effort. Le thérapeute alors n'a pas à lutter contre le symptôme, il a à l'utiliser, il n'a pas à convaincre le consultant, il a à lui montrer que son corps sait déjà ce qu'il faut faire. Et quand le consultant comprend tout cela, le changement n'est plus une obligation, il devient une évidence. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. Sachez que vous pouvez vous abonner à mon canal Telegram, c'est tout à fait gratuit. Une fois par mois, je vous diffuse du contenu, des bonus, des mini-formations, etc. qui sont exclusivement produits pour ce groupe. Pour vous inscrire, c'est sous cette vidéo, c'est là, profitez-en. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier. Profitez-en et si vous avez des remarques, commentaires, suggestions, questions ou autres, c'est sous cette vidéo. Allez-y, je réponds à vos questions sans intermédiaire. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été attentif et attentive. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À très bientôt.